Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une période fascinante et complexe de l'histoire algérienne, sa position durant la guerre froide. Juste après son indépendance arrachée en 1962, l'Algérie se retrouve sur un échiquier mondial divisé en deux blocs. D'un côté, le bloc de l'Ouest, mené par les États-Unis, de l'autre, le bloc de l'Est, sous l'influence de l'Union soviétique. Alors, quelle voie l'Algérie va-t-elle choisir ? Comment ce jeune État va-t-il naviguer entre ces deux superpuissances tout en affirmant sa propre identité? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte de 1962. L'Algérie sort de près de 8 ans d'une guerre de libération sanglante contre la France, un allié majeur du bloc de l'Ouest. Cette expérience a profondément marqué les dirigeants du nouvel État, notamment le Front de libération nationale, le FLN. Leur méfiance envers le bloc occidental est donc tout à fait compréhensible. La France, membre de l'OTAN, a été leur adversaire direct. Les États-Unis, bien qu'officiellement neutres, n'ont pas caché leur soutien à leur allié français. Cette situation a naturellement poussé l'Algérie à regarder ailleurs. C'est là que l'Union soviétique entre en jeu. Dès la guerre d'indépendance, l'URSS et les pays du bloc de l'Est ont apporté un soutien matériel, financier et diplomatique conséquent au FLN. Ils voyaient dans la lutte algérienne une opportunité d'étendre leur influence en Afrique du Nord et d'affaiblir le camp occidental. Pour les révolutionnaires algériens, ce soutien était crucial. Il ne s'agissait pas seulement d'armes ou d'argent, mais aussi d'une reconnaissance internationale et d'un appui idéologique contre le colonialisme. Après l'indépendance, cette relation privilégiée s'est poursuivie. L'URSS a fourni une aide économique et technique massive pour la reconstruction du pays et le développement de son industrie lourde, notamment dans le secteur des hydrocarbures. Sous la présidence d'Ahmed Ben Bella, le premier président de l'Algérie indépendante, le pays s'oriente clairement vers un socialisme inspiré du modèle soviétique. Des réformes agraires sont lancées, les terres des colons sont nationalisées et un système d'autogestion des entreprises est mis en place. L'Algérie devient un symbole pour les mouvements de libération du monde entier. Alger est alors surnommée la Mecque des révolutionnaires. Des figures comme Nelson Mandela ou les membres des Black Panthers y trouvent refuge et soutien. L'Algérie se positionne comme un acteur majeur du tiers-monde, ce groupe de pays qui refusent de s'aligner sur l'un ou l'autre des deux blocs. Mais attention, il ne faut pas croire que l'Algérie était simplement un satellite de Moscou. Loin de là. L'ADN de la politique étrangère algérienne, c'est le non-alignement. Ce mouvement, né à la conférence de Bandung en 1955, prônait une troisième voie, indépendante de Washington comme de Moscou. Pour l'Algérie, le non-alignement n'était pas une neutralité passive, mais un engagement actif pour la souveraineté des peuples, la décolonisation et le développement économique. C'était une manière d'affirmer son existence sur la scène internationale sans se soumettre à une nouvelle forme de domination. L'arrivée au pouvoir de Houari Boumedienne en 1965, après un coup d'État, va renforcer cette politique. Boumedienne est un pragmatique. Tout en maintenant des liens forts avec l'URSS, il cherche à diversifier les partenariats de l'Algérie. Il comprend que la dépendance excessive envers un seul allié est un risque. C'est sous sa présidence que l'Algérie va jouer un rôle de premier plan au sein du mouvement des non-alignés. En 1973, Alger accueille le 4e sommet du mouvement. C'est un événement diplomatique majeur. Boumedienne y prononce un discours historique, appelant à un nouvel ordre économique international. Il dénonce l'exploitation des ressources du Sud par les pays industrialisés du Nord et plaide pour que les pays du tiers-monde prennent en main leur destin économique, notamment en contrôlant leurs ressources naturelles. Cette doctrine se concrétise avec la nationalisation des hydrocarbures en 1971. L'Algérie reprend le contrôle total de son pétrole et de son gaz, jusqu'alors largement exploité par des compagnies françaises. C'est un acte de souveraineté extrêmement fort qui envoie un message clair au monde entier. L'Algérie utilise sa rente pétrolière pour financer un développement industriel ambitieux, connu sous le nom d'industries industrialisantes. L'idée est de créer une base industrielle solide qui permettra au pays de devenir autonome. Des complexes sidérurgiques, pétrochimiques et mécaniques sortent de terre, souvent avec l'aide technique des pays de l'Est.
Pendant ce temps, les relations avec la France et le bloc de l'Ouest restent complexes, marquées par une méfiance réciproque. Cependant, le pragmatisme l'emporte souvent. Malgré les tensions politiques, la France reste un partenaire économique important. L'Algérie a besoin des technologies occidentales et de ses marchés pour exporter ses hydrocarbures. De leur côté, les pays occidentaux, notamment après le choc pétrolier de 1973, réalisent l'importance stratégique de l'Algérie en tant que fournisseur d'énergie fiable. Des contrats sont signés, y compris avec les États-Unis, pour la fourniture de gaz naturel liquéfié. L'Algérie joue donc un jeu d'équilibre subtil, dialoguant avec les deux blocs tout en défendant farouchement ses propres intérêts. La diplomatie algérienne devient aussi très active dans la résolution de conflits. L'Algérie se positionne en médiateur crédible, précisément parce qu'elle n'est inféodée à personne. L'exemple le plus célèbre est sans doute son rôle dans la résolution de la crise des otages américains en Iran en 1981. Grâce à ses bonnes relations avec les deux parties, l'Algérie a pu mener des négociations secrètes qui ont abouti à la libération des 52 otages. Cet épisode a montré au monde entier l'efficacité et la singularité de la diplomatie du non-alignement, prônée par Alger. Cependant, à la fin des années 1980, ce modèle commence à montrer ses limites. La chute du prix du pétrole met à mal l'économie algérienne, très dépendante de la rente des hydrocarbures. Le modèle de développement industriel montre ses faiblesses, avec une faible productivité et une forte bureaucratie. Sur le plan international, la fin de la guerre froide, avec la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de l'URSS en 1991, change radicalement la donne. Le monde bipolaire disparaît. Le mouvement des non-alignés perd une grande partie de sa raison d'être. Pour l'Algérie, c'est la fin d'une époque. Elle doit redéfinir sa place dans un nouvel ordre mondial dominé par une seule superpuissance, les États-Unis. En conclusion, la position de l'Algérie durant la guerre froide est un cas d'école fascinant de non-alignement actif. Forgée dans le feu de la guerre de libération, sa politique étrangère a été un mélange audacieux de socialisme, de nationalisme et de pragmatisme. L'Algérie a su utiliser la rivalité Est-Ouest à son avantage pour affirmer sa souveraineté, développer son économie et devenir un leader du tiers-monde. Elle a refusé d'être un simple pion sur l'échiquier des superpuissances, préférant jouer sa propre partie. Cette période a profondément façonné l'identité politique de l'Algérie moderne et continue d'influencer sa vision du monde aujourd'hui. Voilà pour ce voyage dans l'histoire de l'Algérie face à la guerre froide. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre cette période complexe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Dites-nous en commentaire quels autres sujets d'histoire vous aimeriez qu'on aborde. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.